je voudrais moi aussi remercier les SPE et l'équipe autour de Thomasé de m'avoir invité. Mais je voudrais commencer par deux questions, deux remarques judiciaires. La première, j'ai été désigné ce matin et redésigné cet après-midi, peut-être parce que j'ai fait autrefois de la philosophie, comme devant vous aider à réfléchir. Je n'ai pas la prétention de vous aider à réfléchir, je pense que ça nous est arrivé à tous, de temps en temps, et qu'au maximum, au fond, ce à quoi je peux aider, c'est à réagir, à poser des questions, y compris à contester ce que je veux dire, mais je n'ai pas la prétention de me glisser en quelque sorte et prendre la place de vos capacités réflexives personnelles. D'autre part, ce que je vais dire va être très différent de ce qu'a dit ce matin Jean-Louis Paour, mais je tiens à dire au fond que cela n'aurait aucun sens si on ne considérait pas que cela s'ajoute à ce qu'a dit Jean-Louis Paour, c'est-à-dire qu'il est inutile d'analyser les institutions, de discuter politique, de faire l'histoire, si en même temps on ne met pas en place concrètement, pratiquement, à la fois les connaissances nécessaires et les créations, les inventions nécessaires pour qu'effectivement, en fait, les enfants puissent avancer dans leur compréhension. Je n'ai pas personnellement d'expérience directe de travail avec ceux qu'on appelle des handicapés, si on met à part tout le problème de ce qu'on appelle, mais je n'aime pas le mot, handicapés socioculturels, puisque pendant plus de 35 ans, j'ai travaillé dans le 93, dont vous savez qu'il est abondant en ce genre de population. Ma seule expérience tient à mes tout débuts à l'université, où jeune assistant, enfin assistant de psychologie du développement, j'ai eu à travailler pendant un an à l'Institut des jeunes sourds, à rue Saint-Jacques, mais j'en ai une amère expérience, car c'était une époque où, d'une part, au nom de l'État, mais au nom de la recherche, on prétendait au fond poursuivre ces jeunes sourds muets pour les débutiser, et où on faisait la chasse à la langue des signes avec une énergie au moins égale à celle qu'on a mis à évacuer les patois de la belle langue française. Donc, ce n'est pas une période que je revendique avec joie. Je voudrais rapidement évoquer deux expériences qui ont d'ailleurs été évoquées déjà par Thomasé, parce que je crois qu'elles apportent quelque chose à la manière dont je vais proposer d'analyser la question de l'école inclusive, qui est mon expérience d'une part de Vincennes et mon expérience sur le décrochage. Lorsqu'on avait créé Vincennes, vous savez, enfin c'est en 68, j'ai eu la chance de faire partie au fond du groupe fondateur dès le mois d'août 68. Des originalités était le fait d'accueillir sans aucun prérequis des non-bacheliers. Ces non-bacheliers se sont vraiment précipités sur l'université, puisqu'à un moment donné, au moment où on était 30 000, on avait plus de 40% de non-bacheliers, donc un nombre considérable, avaient eu des carrières très variées. Certains avaient des positions assez misérables, mais d'autres étaient directeurs d'entreprise, journalistes, écrivains, hommes publics, etc. Mais ce qui m'a le plus frappé, j'ai dû faire environ 1800 entretiens sur, évidemment, une dizaine d'années, avec ces étudiants qui venaient, en fait, avec lesquels on avait quand même deux critères, celui d'avoir un emploi salarié pendant 3 ans, ou d'avoir élevé un enfant pendant 3 ans. Et celui, donc, de cet entretien, c'est de découvrir, au fond, que pratiquement, dans 80% des cas, un terme apparaissait qui était celui de réparation. Et ce mot de réparation a été prononcé aussi bien pour ceux qui, théoriquement, avaient réussi et dont pas mal gagné beaucoup plus que moi qui les entretenais et avaient des responsabilités politiques et sociales, que pour des gens qui avaient des travaux de manœuvre. Je me souviens d'une étudiante
qui avait été mandaté au fond par le MODEF, qui était un syndicat paysan, pour venir au nom d'un village se former dans cette université. Donc il y avait une très grande diversité, mais y compris des gens appartenant déjà à l'élite. Ils venaient demander réparation. Et cette réparation, en fait, elle s'exprimait à travers deux notions. Au cours de notre histoire scolaire, nous avons été à un moment donné relégués, et j'insiste encore sur ce terme, dans des situations qu'on a vécues comme des impasses, ce qui pouvait prendre la forme de ce qu'ont été plus tard les SECPA, qui pouvait être la forme aussi pour eux d'un enseignement, d'une formation par alternance dans des CFA, qui pouvait être la forme, un peu plus tard d'ailleurs, d'une formation professionnelle, et nous avons été relégués, et l'autre, j'avais dit terme, qui était en quelque sorte désigné, c'était celui de l'orientation. Cette orientation dans laquelle on n'a pas eu confiance en nous, on n'a pas cru dans les désirs que nous énoncions, on a agi de manière raisonnable, c'est-à-dire en analysant à la fois les conditions de l'emploi, nos performances scolaires, l'histoire de nos familles, les probabilités que nos trajectoires se transforment, pour nous orienter soit vers la politique, car beaucoup d'entre eux étaient directement orientés vers des activités de travail, soit vers des études que nous ne voulions pas. Et ça me frappe énormément parce qu'on met le doigt finalement sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire, d'une part, sur la façon dont peut-être perçu, ressenti dans des conditions évidemment très variables, le fait pour un enfant ou un adolescent d'être mis dans un établissement à part, spécialisé et considéré en quelque sorte comme une réponse adaptée, mais une adaptation justement qui est une relégation et par certains côtés une disqualification sociale, et d'autre part effectivement ce thème de l'orientation qui est je crois un thème tout à fait important, car il ne faut pas oublier que c'est une des fonctions majeures en quelque sorte, du système éducatif. Il ne s'agit pas simplement de parler du service d'orientation ou des conseillers d'orientation, psychologues, qui sont une profession donnée, mais tout le système a une fonction de labellisation, de distribution sociale dans différentes fonctions et dans différents rôles, y compris, j'allais dire, le rôle de handicapé, y compris le rôle, dans d'autres cas, de gilet de prison, etc. Et cette fonction, en fait, est une fonction sans doute qui est beaucoup plus perçue par de l'extérieur, ou par ceux qui la vivent, que par ceux que sont les acteurs. Je me permets de rappeler une lecture récente dans une enquête par immersion qu'a faite il y a 3 ans Gilles Kepel dans le 93, ce fameux département donc, que je connais bien, immersion qui avait pour objet de travailler au fond sur la manière dont l'islamisme intégriste se développait au fond dans les populations des banlieues. Kepel tombe sur un jugement de la part de pas mal de jeunes d'origine maghrébine dans la commune où il s'est installé, dans lequel il lui est dit au fond l'homme que nous haïssons le plus, bien plus que les flics. Parce que les flics font leur métier, on se bat contre eux, on sait ce qu'on fait, c'est le conseiller d'orientation. Et je crois que c'est tout à fait intéressant, enfin bon, c'est sans doute mal vécu, quand on est dans cette situation, mais ça qui vient au fond, en fait, que c'est celui qui va nous écouter, nous entendre, et raisonnablement, dans notre intérêt, nous dire tu ne vas pas aller là où tu voulais aller, tu ne vas pas faire ce que tu voulais faire, il sera objectivement une sorte de tueur de rêve, sans doute réaliste et raisonnable, mais en même temps d'une violence extrême. Et je crois au fond que ce fait de la désignation, ce fait de la dénomination de quelqu'un, de la définition au fond de ses ou de son incapacité, est quelque chose en fait qui apparaissait à travers ces entretiens comme des blessures durables, et finalement qui n'étaient pas du tout effacées par des trajectoires diverses, puisqu'elles renaissaient à ce moment-là. Ma deuxième expérience, c'est donc de travailler depuis 1998
avec plusieurs équipes qui se sont formées autour de la problématique du décrochage. Alors, je ne vais pas en parler parce que c'est devenu un terme à la mode, hein. Ce qui est tout à fait, en passant, intéressant, c'est que pendant 20 ans, la France a refusé le concept même de décrochage. Je me souviens qu'en 1984, j'avais fait une mission au Québec qui nous avait montré des établissements pour décrocheurs. Quand on a voulu ramener le mot en France, on nous a dit en France, il n'y a pas de décrocheurs. Mais j'ai introduit aussi un mot qui va prendre son sens plus tard, tout ce qu'il y a au fond, ou bien les gens vont à l'école, car c'est un droit et un devoir, ou bien ils n'y vont pas et ils sont délinquants. Et leurs familles sont délinquantes. Donc le terme de décrochage, hein, comme un comportement social définissable, identifiable, en dehors au fond de la délinquance par rapport à l'obligation de la loi, était en quelque sorte considéré comme non utilisable, non pertinent pour décrire notre situation. Alors ces décrocheurs, je crois que ce qu'ils manifestent, c'est au fond deux formules que rappelle d'ailleurs Dominique Glassman dans son livre sur la déscolarisation. Ce qu'ils nous disent, c'est soit je n'ai pas ma place ici, soit il n'y a pas de place pour moi ici. Et ces deux expressions ne sont pas exactement identiques. Hein. Ça veut dire au fond que, cette école ne m'offre rien, mais deuxièmement, étant donné qui je suis, étant donné ce que je suis, étant donné ce que je souhaite être ou croire être, la question n'est pas là, je ne peux pas trouver de place dans ce lieu-là. Et je crois que cette double formule, et cette question de la place, est peut-être une bonne entrée dans la question justement de l'école inclusive, car la question est à la fois comment faire pour que l'école soit une place pour ceux que jusqu'à présent on a sous-traités avec des institutions spécialisées sans les autoriser à entrer à l'école, mais comment en même temps, une fois qu'ils sont à l'école, ils peuvent avoir leur place, c'est-à-dire à la fois y entrer comme tout le monde, et en même temps y entrer avec leurs particularités. Et cette double exigence, hein, d'avoir les mêmes droits que chacun, et d'avoir en même temps le droit à la particularité, est effectivement d'abord contradictoire, et je crois que c'est important de s'en rendre compte, mais va être une contradiction, je crois, qui accompagne en permanence le problème des tentatives, des réflexions sur l'école inclusive. Dans un premier temps, je voudrais montrer que cette question de l'école inclusive pose un problème très particulier à l'école française, et qui explique sans doute son très important retard. Dans la note faite par Plaisance, dit au fond qu'il y a 15 ans, il y avait 10% d'handicapés inclus dans l'école, mais qu'il y avait un grand progrès, car il y avait eu une croissance de 75%. Je suis peu statisticien, mais 75% par rapport à 10%, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, on est toujours dans des chiffres qui sont très inférieurs aux chiffres de notre pays, plutôt qui correspondent à des situations que d'autres pays ne connaissent pas. Tout à l'heure, je parlerai au fond d'une expérience italienne. L'Italie ne connaît pas le système de l'exclusion. Tout individu, en quelque sorte, est scolarisé. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne se posent pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas simple. Ça veut dire simplement qu'on peut partir de modèles tout à fait différents. Alors pourquoi ce modèle est tellement différent en France? Je crois que ça tient à notre histoire. On pourrait dire très grossièrement qu'il y a eu trois grands moments, en quelque sorte, d'une réflexion éducative originale en France. Bien sûr, on a lu Montaigne, Rabelais, on a lu quelques travaux mondains du genre de Fénelon, Madame du Défense sur l'éducation des filles, l'éducation de Télémaque. Mais un premier moment, c'est le moment révolutionnaire, qui commence, vous le savez, avec les Noirs sur l'instruction publique de Condorcet, qui se continue avec cette affaire de l'abbé Grégoire, mais d'autres, qui va se traduire par une collection de plans d'éducation, dont le plus célèbre est le plan de Baptiste Fargeau, qui va être pris en charge par Robespierre lui-même, qui va être continué par Marc-Antoine Julien, qui est sans doute le fondateur de l'éducation comparée, en fait, un personnage tout à fait intéressant. Mais ce qui est évident, c'est que immédiatement, le problème de l'école
est posé comme un problème politique et comme un problème, au fond, de fondement de la République. C'est-à-dire, fonder l'école, c'est fonder la République, c'est-à-dire construire à la fois les moyens de l'émancipation des citoyens à travers le savoir, c'est l'idéologie dont est porteur Condorcet, c'est à la fois fonder la notion d'égalité, et c'est considérer au fond que la tâche de l'éducation est la tâche majeure, en quelque sorte, de l'État, dont c'est la responsabilité. Et ceci, j'allais dire, prend toute sa valeur lorsqu'on sait au fond que le deuxième grand acte de la Révolution, après le 14 juillet, c'est la nuit du 4 août, c'est-à-dire l'abolition du privilège, c'est-à-dire au fond l'idée finalement qu'en aucun cas l'appartenance sociale, la naissance, l'origine ne sont déterminants d'un trajet social, mais ceci entraîne, je dirais, presque immédiatement cette idée que le seul titre de légitimité qui puisse fonder une carrière sociale et politique, c'est l'école. Et à partir, en quelque sorte, de cette nuit du 4 août, on peut dire, au fond, je viendrai dans quelques minutes, que l'école devient le fondement majeur, au fond, de toute légitimité sociale, qu'elle soit en termes de rôle, qu'elle soit en termes de statut, qu'elle soit en termes d'égalité, et quand l'école est inégale, les statuts sont inégaux, qu'elle soit en termes, j'allais dire, de valorisation intellectuelle, hein, on va s'accrocher à l'école, le titre scolaire. Et ce mot de titre est intéressant parce que c'est le titre nobiliaire, mais c'est aussi le titre bancaire, mais c'est aussi le titrage d'un métal. Quand on parle d'or à 18 carats, ce qui fait titre, et que l'école seule peut distribuer, est ce que légitime la société. Et si vous réfléchissez à d'autres sociétés actuellement encore, la seule carte, au fond, la seule mission qui soit une mission monopolistique de la part des enseignants du public, c'est la dévolution des titres. Tout le monde peut enseigner, on peut se former tout seul, on peut, j'allais dire aujourd'hui, par l'enseignement en ligne, accéder à des élaborations extrêmement complexes. Le monopole d'État et le monopole des enseignants d'État, c'est la distribution des titres. Et je crois qu'il y a quelque chose, en fait, qui s'inscrit immédiatement dans le projet révolutionnaire, continué plus ou moins par Napoléon. Et du coup, au fond, aussi bien la structure, la notion de civisme, la notion d'État, la notion de citoyenneté, en quelque sorte, s'inscrivent en quelque sorte directement dans l'appareil scolaire. La deuxième grande période, eh bien, c'est la période 1880-1911. Je prends ces dates parce que c'est la date de la première édition du dictionnaire de Buisson, et 1911, c'est la parution du nouveau dictionnaire de pédagogie de Buisson, qui est un texte fantastique par l'information qu'il peut donner. Et c'est aussi une période de refondation de la République. Il s'agit de refonder la République, de refonder la patrie, de fonder aussi l'empire colonial, mais pas simplement d'une manière médiocre en termes de discours colonialiste, qui est présent aussi, mais aussi avec l'idée que quel type d'éducation on peut transférer à ces populations qu'on est en train de conquérir, d'assimiler ou de dominer, etc. Et le problème, au fond, de fondation de la République s'inscrit, je dirais, très directement, à la fois dans la loi sur la laïcité, continuée par la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Elle s'inscrit aussi dans l'injonction ou l'interdit que Jules Ferry prononce aux enfants qui vont à l'école primaire d'avoir la prétention de passer ensuite dans le secondaire, c'est-à-dire d'opérer un changement de classe en entrant dans la bourgeoisie. Et elle est très liée aussi au problème effectivement patriotique qui est la préparation de la Première Guerre mondiale. Et la troisième période, celle d'ailleurs au cours de laquelle vous n'êtes, en tout cas être reconnu sans éducation en 1967, c'est la période qui s'ouvre avec le gaullisme, hein, et qui est lui aussi une période, ça s'appelle la Cinquième République, qui est aussi une période de refondation, mais où on cherche un accord entre une idéologie libérale qui viendra mettre fin à la lutte des classes, se situer en quelque sorte les débats, qui sont ceux entre le gaullisme d'une part, qui imagine liquider le marxisme, et d'autre part les mouvements de gauche, et qui vont porter sur
l'idée au fond que l'école va permettre au fond la paix sociale en permettant la mutation, la mobilisation, la mobilité sociale. Ça commence avec la loi Berthoin en 1959 qui permet à tout enfant issu de l'école primaire d'entrer automatiquement dans le système secondaire. Ça continue avec Fouché qui va créer, d'abord qui va passer à l'âge obligatoire de la scolarité jusqu'à 16 ans, au fait d'une première homogénéisation des collèges sous la forme des CES. Ça va culminer avec, en 1975 avec Ami et le collège unique, c'est-à-dire l'homogénéisation en quelque sorte de toutes les populations qui devrait permettre par conséquent, j'avais dit, des passages d'un groupe social à l'autre sans aucune difficulté. Et ça continue aujourd'hui sous la forme aussi du passage de la modernisation de la France, de son industrialisation, de sa compétitivité, de la capacité au fond des gens qui y sont formés d'être des producteurs compétitifs. Et par certains côtés, au fond, ça aboutit. Et les sciences de l'éducation, j'allais dire, ne sont peut-être admises et reconnues qu'à l'intérieur de ce mouvement, dans ce qui va culminer avec la notion de société des connaissances, hein, et qui fait au fond que la valeur du système social, au fond, se mesure très exactement au nombre de personnes qui accèdent à des savoirs formels qualitativement reconnus et qui sont en quelque sorte actuellement le germe en quelque sorte et l'origine de toute puissance nationale, de toute puissance politique, de toute puissance économique, etc. Et alors, j'entraîne, et ceci, je dirais presque, s'inscrit en plus, et je fais exprès de créer des cohésions là où il y en a peut-être peu, dans ce texte du plan d'Angela Dallon, qui est lui aussi un texte politique, qui certes pose des problèmes sur le statut des enseignants, qui pose des problèmes sur ce que font les élèves, mais qui surtout pose essentiellement comme principe, au fond, le droit de chacun à un parcours scolaire semblable, si bien que, on peut dire, dans le modèle français, et ceci, je crois, est très explicite d'une part, mais très exceptionnel, il y a une sorte de côté sacré de l'école, sacré du point de vue, effectivement, de sa fonction de fondement de la République. Et quand on regarde bien les déclarations des gens, entre un Finkielkraut, qui représenterait en quelque sorte une pensée réactionnaire, et un Péon, qui dit au fond qu'il faut refonder la République et pour refonder la République, refonder l'école de la République, finalement il y a une sorte d'accord fondamental sur le côté sacré de l'école, qui en un certain sens, à laquelle il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas critiquer, car c'est d'elle, en quelque sorte, c'est à partir d'elle qu'est possible, alors, selon les gens, soit la notion de République,